Il y a des moments où la vie ressemble à un océan sans horizon, où l'on se sent à la dérive, sans direction ni but clair. C'est une sensation troublante, comme si toutes les réponses restaient hors de portée, cachées derrière un épais brouillard d'incertitude et de frustration. Pour beaucoup, ce vide de sens est angoissant, car il n'y a pas de carte à suivre, seulement cette impression d'être perdu au milieu du chaos du monde moderne. Mais, et si cette confusion n'était pas une erreur, mais plutôt un appel vers quelque chose de plus profond? Carl Jung affirmait que ce sentiment de vide n'est pas un simple hasard, mais le reflet d'une déconnexion entre la conscience et l'inconscient. L'être humain moderne cherche souvent des réponses à l'extérieur, dans la réussite professionnelle, dans les relations, dans la consommation effrénée, tout en ignorant ce qui se trouve en lui. Cette quête incessante de sens pourrait être comparée à quelqu'un qui cherche désespérément une clé, alors qu'elle est toujours restée dans sa propre poche. Jung nous met en garde. Le véritable sens de la vie ne se trouve pas à l'extérieur, mais est caché dans les profondeurs de notre propre être, attendant d'être découvert. Pour Jung, se sentir perdu n'est pas une impasse, mais le début d'un voyage intérieur. L'inconfort de l'incertitude pousse l'individu à regarder en lui-même, à remettre en question ses croyances et à affronter des vérités enfouies sous la peur ou la commodité. Cet état d'agitation ne doit pas être évité, mais compris comme un signal indiquant qu'il y a en nous quelque chose à explorer. C'est en traversant cet océan tumultueux que la véritable transformation peut avoir lieu. Au début du XXe siècle, la psychologie était encore un champ en construction, dominé par des idées fragmentées et des explications réductrices de l'esprit humain. Sigmund Freud avait déjà introduit la théorie de l'inconscient, mais il la limitait principalement à la répression sexuelle et au traumatisme de l'enfance. C'est dans ce contexte que Carl Jung est apparu comme un explorateur de l'inconnu, refusant d'accepter des explications trop simplistes pour une réalité psychique aussi complexe. Il ne voyait pas l'esprit comme une simple machine régie par des pulsions primaires, mais comme un territoire vaste, rempli de symboles, d'archétypes et de schémas universels reliant toutes les civilisations. L'approche de Jung a révolutionné notre compréhension de l'inconscient. Il ne le considérait pas comme un simple réservoir de désirs refoulés, mais comme un système dynamique et autorégulateur, essentiel à l'équilibre psychologique. Plutôt que de réduire le comportement humain à un jeu de force instinctive, il a introduit l'idée que l'esprit fonctionne à plusieurs niveaux, influencé à la fois par l'expérience individuelle et par un inconscient collectif, partagé par toute l'humanité. Ce concept a élargi les horizons de la psychologie, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des rêves, des mythes et des symboles culturels. Mais Jung n'était pas qu'un simple théoricien. Il a plongé profondément dans son propre esprit, testant ses hypothèses sur lui-même, affrontant des visions, des rêves troublants et un contact direct avec l'inconnu. Il se voyait comme un cartographe de l'âme humaine, explorant des territoires que la science conventionnelle évitait. Son travail a posé les bases de nombreux domaines de la psychologie moderne, influençant aussi bien l'étude de la personnalité que les approches thérapeutiques visant l'intégration de la psyché. Plus qu'un scientifique, Jung était un pionnier en quête de sens, ouvrant des portes à ceux qui cherchaient à se comprendre à des niveaux encore inexplorés. Une grande partie de ce que nous sommes reste cachée, enfouie dans les profondeurs de l'inconscient. Jung croyait que l'esprit humain ne se limitait pas à ce que nous pouvons percevoir consciemment. Au contraire, l'essentiel de notre psyché fonctionne en silence, influençant nos choix, nos peurs et nos désirs, sans que nous en ayons conscience. Dans cet univers caché se trouve l'ombre, un concept qui représente tout ce que nous refusons d'admettre sur nous-mêmes. Il s'agit de traits, d'émotions et d'impulsions qui ne correspondent pas à l'image idéale que nous voulons projeter au monde. Mais ignorer ces aspects ne les fait pas disparaître. Au contraire, plus on cherche à les réprimer, plus ils gagnent en puissance. L'ombre se manifeste de manière subtile, mais souvent destructrice. Nous projetons nos aspects refoulés sur les autres, condamnant en eux ce qui, inconsciemment, nous appartient. L'irritation soudaine que nous ressentons envers quelqu'un peut en réalité être le reflet d'un trait que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Par exemple, une personne agacée par l'arrogance des autres peut, sans s'en rendre compte, réprimer son propre désir de s'imposer et d'être reconnu. Jung mettait en garde, si nous n'affrontons pas notre ombre, nous devenons ses prisonniers, réagissant de manière impulsive et générant des conflits intérieurs qui nous éloignent de notre véritable identité. Cependant, l'ombre n'est pas un ennemi à combattre, mais une partie essentielle du chemin vers l'individuation.
L'intégrer signifie reconnaître que nous sommes des êtres complexes, faits de lumière et d'obscurité. Ce processus est inconfortable, car il exige une honnêteté absolue avec soi-même et une volonté d'affronter des aspects de notre personnalité que nous préférerions ignorer. Mais c'est aussi une libération. En acceptant notre totalité, nous cessons d'être fragmentés et commençons à vivre avec plus de cohérence et de plénitude. Jung considérait cette confrontation avec l'ombre comme un passage indispensable pour quiconque cherche à se comprendre de manière profonde et authentique. Depuis les débuts de l'humanité, l'homme a cherché un but qui justifie son existence. Autrefois, ce sens était trouvé dans la religion, les traditions ou le lien avec la communauté. Mais à mesure que le monde est devenu plus rationnel et sécularisé, ces certitudes anciennes se sont effritées, laissant derrière elles un vide existentiel difficile à combler. Jung a compris que ce vide n'était pas seulement une conséquence de la modernité, mais un symptôme profond de la condition humaine. Lorsqu'un individu perd le lien avec son essence, il se sent perdu, comme s'il errait sans direction dans un univers indifférent. Ce sentiment d'absence de but peut se manifester sous différentes formes. Une insatisfaction chronique, de l'anxiété, un attachement excessif aux biens matériels ou une recherche incessante de distraction. Jung affirmait que la peur du vide ne venait pas d'un manque de réponse, mais d'une réticence à se poser les bonnes questions. Le véritable sens de la vie ne peut pas être simplement acquis à l'extérieur. Il doit être découvert à l'intérieur, dans l'interaction entre la conscience et l'inconscient. Mais ce voyage exige du courage, car affronter l'inconnu en soi peut être terrifiant. Beaucoup préfèrent se réfugier dans des illusions réconfortantes plutôt que de faire face à cette réalité. Pour Jung, la quête du sens de la vie ne consiste pas à atteindre une destination finale, mais à s'engager dans un processus continu de découverte de soi. Il considérait ce voyage comme essentiel pour éviter la fragmentation de la psyché, car un individu déconnecté de lui-même finit par être contrôlé par des forces inconscientes. Trouver un but authentique ne signifie pas fuir le chaos de l'existence, mais apprendre à y naviguer avec une identité plus profonde. Le sens de la vie, selon Jung, n'est pas quelque chose qui nous est donné. Il est construit à travers l'intégration de la psyché et la volonté d'affronter sa propre ombre. Peu de penseurs ont osé explorer les profondeurs de leur propre esprit comme Jung. Pour lui, la psychologie n'était pas seulement une discipline académique, mais un territoire inconnu qui devait être vécu en première personne. À un moment critique de sa vie, vers l'âge de 30 ans, Jung s'est plongé dans ce qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient. Il a eu des visions troublantes, entendu des voix, et traversé des périodes de grande agitation mentale, au point de craindre qu'il ne bascule dans la folie. Pourtant, au lieu de fuir ou de chercher une explication rationnelle rassurante, il a décidé d'explorer ces manifestations comme un véritable archéologue de sa propre psyché. Cette période d'introspection intense a conduit Jung à développer ses propres méthodes pour explorer l'inconscient. L'une des plus remarquables fut la vision active, imagination active, une pratique dans laquelle il interagissait consciemment avec les figures et les symboles issus de ses rêves et visions. Contrairement à l'analyse traditionnelle, cette méthode ne cherchait pas à réprimer ou interpréter ces contenus inconscients de manière rigide, mais à leur permettre de s'exprimer librement. Pour Jung, ces expériences n'étaient pas de simples hallucinations, mais un véritable plongeon dans l'inconscient collectif, un espace partagé par toute l'humanité où archétypes et mythes ancestraux restent vivants. Loin d'être un scientifique observant l'esprit humain de l'extérieur, Jung fut lui-même son propre sujet d'étude. Il savait que la vérité sur la psyché ne pouvait être trouvée uniquement dans les livres ou les statistiques, mais dans l'expérience directe de ce qui nous fascine et nous effraie. Le fruit de cette quête personnelle fut la formulation de certaines des théories les plus influentes de la psychologie moderne, telles que l'individuation, les archétypes et l'inconscient collectif. Son courage face à l'inconnu fit de lui bien plus qu'un chercheur. Il devint un véritable pionnier, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de la nature humaine. Dès son plus jeune âge, Carl Jung vécut un dilemme entre deux mondes. D'un côté, la foi héritée de sa famille, de l'autre, la quête du savoir rationnel et scientifique. Fils d'un pasteur protestant, il grandit entouré de discussions théologiques. Mais, au fil des années, il commença à percevoir les limites de la doctrine religieuse. Les réponses qui lui étaient offertes lui semblaient superficielles face à la complexité de l'expérience humaine. Il ne rejeta jamais complètement la spiritualité, mais il refusa également d'accepter des dogmes sans les remettre en question.
Ce conflit intérieur devint l'un des piliers centraux de son parcours intellectuel. Contrairement à Freud, qui considérait la religion comme une illusion enfantine, Jung croyait que l'élan spirituel était une dimension essentielle de la psyché humaine. Cependant, il ne prônait pas une religion en particulier, mais reconnaissait l'existence d'un archétype du sacré, un besoin psychologique fondamental de chercher un sens plus profond à l'existence. Selon lui, les religions organisées étaient une des manifestations symboliques de cet instinct, mais elles avaient souvent tendance à limiter plutôt qu'à élargir la compréhension de l'individu sur lui-même. À ses yeux, la véritable spiritualité ne résidait pas dans l'adhésion à des rituels externes, mais dans l'exploration des aspects les plus profonds de l'âme. Cet équilibre entre science et spiritualité fit de Jung une figure unique dans l'histoire de la psychologie. Il ne se satisfaisait ni d'une approche purement matérialiste, ni d'un mysticisme aveugle. À la place, il chercha à unir ces deux dimensions, explorant des phénomènes tels que l'alchimie, les mythes et les religions anciennes sous un angle psychologique. Son approche fut à la fois vénérée et critiquée, mais son héritage demeure l'un des plus riches pour comprendre l'être humain dans sa globalité. Pour Jung, l'esprit n'était pas simplement une machine biologique, mais un univers symbolique où raison et mystère coexistent. Lorsque Jung rencontra Sigmund Freud, il vit en lui non seulement un mentor, mais un esprit brillant qui remettait en question les idées dominantes sur la psyché humaine. Freud, quant à lui, considérait Jung comme son successeur idéal, quelqu'un qui pourrait étendre et consolider la psychanalyse dans le monde universitaire. Pendant des années, ils échangèrent des lettres et engagèrent des discussions passionnées sur le fonctionnement de l'inconscient, développant une amitié intellectuelle qui semblait indestructible. Mais derrière cette collaboration, une tension grandissante apparaissait. Alors que Freud considérait l'inconscient comme un simple réservoir de désirs refoulés, Jung y voyait quelque chose de bien plus vaste, un système dynamique, riche en symboles et en mystères encore inexplorés. Le point de rupture entre Jung et Freud est apparu lorsque Jung a commencé à remettre en question la théorie freudienne selon laquelle la sexualité était le moteur principal du comportement humain. Pour Freud, les traumatismes et les névroses étaient enracinés dans la répression des pulsions sexuelles, tandis que Jung considérait la psyché comme un écosystème bien plus vaste, où les archétypes, les mythes et la quête de sens jouaient un rôle fondamental. Freud, dogmatique dans ses idées, voyait toute déviation de sa théorie comme une menace pour la psychanalyse. Jung, quant à lui, refusait d'être prisonnier d'un seul paradigme. Il voulait explorer des territoires au-delà de la biologie et de l'enfance, plongeant dans les dimensions symboliques et spirituelles de l'esprit humain. La rupture entre les deux fut inévitable et profondément douloureuse pour Jung. Il traversa une période de crise intérieure intense, qu'il décrivit comme une descente dans son propre inconscient. Pourtant, ce moment difficile marqua un tournant décisif. Affranchi de l'ombre de Freud, Jung put développer sa propre approche de la psyché, donnant naissance à la psychologie analytique. Il ne se contenta pas d'étendre les concepts freudiens, mais les remit également en question, proposant une vision bien plus large de l'inconscient. Ce qui avait commencé comme une amitié entre deux maîtres de la psychanalyse devint l'un des conflits les plus marquants de l'histoire de la psychologie, scellant définitivement la séparation entre la psychanalyse freudienne et la psychologie jungienne. Toute grande idée porte en elle le risque de division. L'éloignement entre Jung et Freud ne marqua pas seulement la fin d'une relation, mais une fracture profonde dans la compréhension de la psyché humaine. Au sommet de leur collaboration, Freud voyait en Jung l'héritier naturel de la psychanalyse, celui qui consoliderait son héritage et élargirait son influence. Mais à mesure que Jung développait ses propres idées, il devint évident qu'il n'était pas prêt à suivre aveuglément les traces de son mentor. Il voulait explorer les mystères de l'inconscient sans être limité par le cadre freudien, qu'il jugeait trop matérialiste et restrictif. Freud, de son côté, considérait tout écart par rapport à sa théorie comme une menace pour la psychanalyse. Il était convaincu que réduire tous les phénomènes psychiques à des pulsions sexuelles était la seule manière de préserver la rigueur scientifique de sa discipline. Jung trouvait cette approche trop réductrice, et peu à peu, il s'en éloigna, développant des concepts qui allaient bien au-delà de la répression sexuelle et des traumatismes de l'enfance. L'idée de l'inconscient collectif, par exemple, représentait une rupture totale avec la vision freudienne. Elle suggérait que l'esprit humain n'était pas seulement un réservoir de souvenirs individuels refoulés, mais un vaste champ rempli de symboles et de schémas ancestraux partagés par toute l'humanité.
La séparation devint définitive lorsque Jung publia son livre « Les symboles de la transformation », qui remettait en question les principes fondamentaux de Freud. Ce dernier se sentit trahi et leur relation se brisa irrémédiablement. Mais Jung ne se retourna pas. Bien que douloureuse, cette rupture fut aussi une libération. Libéré de l'influence de Freud, il put enfin explorer pleinement sa propre vision de la psychologie, élaborant un modèle qui reconnaissait la profondeur symbolique et spirituelle de l'esprit humain. Tandis que Freud consolidait la psychanalyse comme une discipline rigide et dogmatique, Jung suivait un chemin plus solitaire, mais innovant, qui allait influencer non seulement la psychologie, mais aussi la philosophie, la littérature et même la spiritualité moderne. Pour Jung, l'esprit humain était comme un iceberg. La partie visible correspondait à la conscience, mais la plus grande partie restait cachée, immergée dans l'inconscient. Il rejetait l'idée que l'inconscient n'était qu'un simple réceptacle de désirs refoulés, comme le suggérait Freud, et proposa une vision plus large et plus sophistiquée de la psyché. Selon sa théorie, l'esprit s'organise en 3 niveaux interconnectés: l'ego, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Chacun de ces éléments joue un rôle fondamental dans la construction de l'identité et dans notre manière d'interagir avec le monde. L'ego représente la partie consciente de la psyché, ce que nous percevons de nous-mêmes et la manière dont nous nous identifions. Il est responsable de notre sentiment d'identité, des décisions que nous prenons et de la façon dont nous nous présentons au monde. L'inconscient personnel, quant à lui, contient des éléments refoulés, des souvenirs oubliés et des émotions non résolues qui influencent subtilement nos réactions et nos comportements. Beaucoup de ces expériences sont ignorées par l'ego, mais elles continuent d'agir en coulisses, façonnant nos choix et nos perceptions sans que nous en ayons conscience. L'élément le plus révolutionnaire de la théorie de Jung fut l'inconscient collectif. Contrairement à l'inconscient personnel, propre à chaque individu, l'inconscient collectif est une couche plus profonde de la psyché, partagée par toute l'humanité. Il contient les archétypes, des modèles universels qui apparaissent dans les mythes, les religions et les récits à travers les âges. Le héros, le sage, la mère, le rebelle, ces figures archétypales ne sont pas de simples créations culturelles, mais des expressions universelles de l'âme humaine. Avec cette vision, Jung a élargi la psychologie au-delà de l'expérience individuelle, révélant que nous sommes tous reliés par des symboles et des récits qui transcendent le temps et l'espace. En chaque individu existe une part cachée, un espace où sont enfouies des pensées, des impulsions et des traits que la conscience préfère ne pas reconnaître. Jung a appelé cette dimension refoulée de la psyché l'ombre. Elle représente tout ce que nous considérons comme inacceptable, honteux ou inadéquat en nous-mêmes. Depuis l'enfance, nous apprenons à cacher certaines facettes de notre personnalité qui ne sont pas socialement acceptées. Si nous avons été découragés d'exprimer notre colère, par exemple, nous avons tendance à la refouler et à l'enfermer dans l'ombre. Mais ignorer une émotion ne signifie pas qu'elle disparaît. Bien au contraire, elle continue d'agir en arrière-plan, influençant nos réactions et nos comportements de manière indirecte. Le mécanisme de projection est la manifestation la plus courante de l'ombre. Tout ce que nous refusons d'admettre en nous-mêmes, nous avons tendance à le voir chez les autres. Une personne qui réprime son ambition peut mépriser ceux qui cherchent le succès. Quelqu'un qui évite d'affronter sa propre agressivité peut voir le monde comme un endroit hostile, peuplé de personnes malveillantes. La projection nous fait croire que certains comportements nous agacent parce qu'ils appartiennent aux autres, alors qu'en réalité, ils reflètent souvent quelque chose de caché en nous. Ce phénomène explique pourquoi nous ressentons parfois une antipathie immédiate pour certaines attitudes, sans réaliser que ces mêmes traits pourraient exister, d'une manière plus subtile, dans notre propre psyché. Pour Jung, l'ombre n'était pas une force négative, mais une composante essentielle de l'individuation, le processus qui permet de devenir un être humain accompli. Il croyait que la véritable transformation se produit lorsque nous faisons face à cette part refoulée avec honnêteté et courage. Intégrer l'ombre signifie reconnaître que nous sommes des êtres complexes, où la lumière et l'obscurité coexistent en permanence. Plutôt que de fuir ce que nous jugeons inacceptable, nous devons l'explorer, le comprendre et, si possible, le canaliser de manière constructive. Plus nous refusons d'accepter notre ombre, plus elle exerce un pouvoir inconscient sur notre vie. Ce n'est qu'en la reconnaissant que nous pouvons réellement nous en libérer. Affronter sa propre ombre
est l'une des tâches les plus difficiles du voyage intérieur. Beaucoup passent leur vie à tenter de fuir leurs impulsions refoulées, évitant toute confrontation avec les aspects les moins nobles de leur personnalité. Pourtant, Jung avertissait que ignorer l'ombre ne la fait pas disparaître. Au contraire, elle se renforce et finit par se manifester de manière incontrôlée. La peur, la colère et le ressentiment que nous tentons de nier trouvent des moyens de ressurgir dans les frustrations du quotidien, dans les conflits interpersonnels et même dans les schémas autodestructeurs que nous répétons inconsciemment. L'intégration de l'ombre demande une honnêteté brutale envers soi-même. Cela signifie reconnaître que nous ne sommes pas toujours aussi vertueux que nous aimerions le croire. Il faut du courage pour admettre que nous possédons des traits que nous condamnons chez les autres et que nos réactions les plus impulsives peuvent être le symptôme de quelque chose de bien plus profond. Ce processus peut être inconfortable, mais il est aussi libérateur. En amenant l'ombre à la conscience, l'individu reprend le contrôle sur ses émotions et ses comportements au lieu d'être contrôlé par eux. C'est dans cette intégration que naît l'authenticité, une manière de vivre qui ne repose pas sur le déni, mais sur l'acceptation de la totalité de son être. Pour Jung, celui qui refuse de faire face à son ombre risque d'en être consumé. L'histoire est remplie d'exemples d'individus qui, par peur de cette confrontation intérieure, ont projeté leurs angoisses sur le monde extérieur, causant souffrance à eux-mêmes et aux autres. La véritable maturité psychologique ne réside pas dans l'élimination de l'ombre, mais dans sa compréhension et son intégration. Plus un individu se rapproche de sa vérité intérieure, plus il devient équilibré et entier. La lumière n'existe pas sans l'obscurité, et seul celui qui ose regarder ses propres ténèbres peut atteindre une existence pleine et authentique. La plupart des gens passent leur vie à essayer de se conformer aux attentes extérieures, s'adaptant aux normes sociales, familiales et culturelles. Ce processus est souvent nécessaire pour la vie en société, mais il entraîne aussi une déconnexion de l'individu avec son essence véritable. Jung appelait individuation le chemin qui mène à cette reconnexion avec le soi profond, un processus qui ne vise pas à devenir parfait, mais à devenir entier. L'individuation exige de dépasser les masques que l'on a construits au fil du temps, en intégrant non seulement les aspects conscients, mais aussi les fragments refoulés de la psyché. L'individuation ne se produit ni automatiquement, ni sans effort. Elle impose une confrontation intérieure profonde, où l'ombre, l'inconscient collectif et les archétypes jouent un rôle central. Dans bien des cas, ce processus est déclenché par une crise existentielle, une période de confusion intense qui oblige l'individu à questionner ses croyances et son identité. Pour Jung, ces crises ne sont pas des échecs, mais des invitations à un niveau supérieur de connaissance de soi. L'individuation n'est pas un chemin linéaire, mais une quête cyclique où chaque étape amène de nouveaux défis intérieurs à surmonter. En fin de compte, le véritable objectif de l'individuation est la liberté psychologique. Jung croyait qu'un être humain ne peut vivre pleinement que lorsqu'il se libère des illusions, des projections et des conditionnements inconscients. L'individu individué n'est pas celui qui rejette ses imperfections, mais celui qui les comprend et les intègre de manière équilibrée. Il ne se définit plus par ce que les autres attendent de lui, mais par ce qu'il est réellement. Ce parcours, bien que difficile, conduit à une vie empreinte d'authenticité et de sens. Un état où la conscience et l'inconscient fonctionnent en harmonie, permettant à l'individu de vivre pleinement sa propre vérité. Jung a compris que l'esprit humain n'était pas seulement un réservoir d'expériences individuelles, mais qu'il existait une couche plus profonde, partagée par toute l'humanité. Il a appelé cette dimension l'inconscient collectif, un réservoir de symboles, d'images et de schémas universels qui façonnent notre perception du monde. Contrairement à l'inconscient personnel, qui contient des souvenirs et des traumatismes individuels, l'inconscient collectif abrite les archétypes, des structures psychiques fondamentales qui influencent nos émotions, nos récits et nos comportements. Ces schémas apparaissent naturellement dans les mythes, les religions et même dans les histoires que nous nous racontons à travers les siècles. Les archétypes sont comme des moules invisibles qui structurent nos expériences. Le héros, le sage, la mère, l'ombre, le farceur. Ces figures ne sont pas propres à une seule culture, mais se retrouvent sous différentes formes dans toutes les sociétés et à toutes les époques. Le héros qui affronte des épreuves, le vieil homme sage qui donne des conseils, le voyage en quête de vérité,
Ces récits traversent les âges parce qu'ils incarnent des aspects fondamentaux de la psyché humaine. Même sans nous en rendre compte, nous nous identifions tous à ces archétypes, car ils reflètent des étapes essentielles de notre propre voyage intérieur. Jung pensait que comprendre les archétypes était une étape cruciale vers l'individuation. Il soulignait que nous avons souvent tendance à nous perdre dans des récits qui ne sont pas les nôtres, en adoptant des rôles dictés par la culture ou la société, sans jamais les remettre en question. En prenant conscience des archétypes qui influencent notre existence, nous pouvons gagner en autonomie, choisir nos propres chemins et transformer des schémas inconscients en actes de conscience. L'inconscient collectif n'est pas un poids, mais un trésor de sagesse ancestrale. Celui qui apprend à naviguer parmi ces symboles acquiert une compréhension plus profonde de lui-même et du monde qui l'entoure. Pour Jung, les rêves n'étaient pas de simples fragments aléatoires de l'esprit, mais des messages codés envoyés par l'inconscient. Il croyait qu'en dormant, la conscience relâchait ses barrières, permettant à des contenus plus profonds d'émerger. Contrairement à Freud, qui voyait les rêves comme des manifestations de désirs refoulés, Jung leur attribuait une signification bien plus large. Pour lui, les rêves sont des ponts entre le conscient et l'inconscient, révélant des symboles et des archétypes qui peuvent nous guider sur le chemin de la connaissance de soi. Chaque rêve, selon Jung, est une énigme à déchiffrer. Il a observé que de nombreuses personnes rêvaient d'images récurrentes, des rencontres avec des figures mystérieuses, des scènes de combat, des vols dans les airs ou des poursuites. Ces éléments ne devaient pas être interprétés de manière littérale, mais analysés symboliquement. Un rêve de chute, par exemple, ne reflète pas nécessairement une peur physique, mais peut symboliser la crainte de l'échec ou la perte de contrôle. L'inconscient parle en métaphore, et ignorer ce langage symbolique revient à se priver d'un outil précieux pour mieux se comprendre. En encourageant ses patients à noter et à réfléchir à leurs rêves, Jung remarqua que des motifs récurrents apparaissaient. Il en va de même pour toute personne qui prend le temps d'écouter ce que l'inconscient tente de lui dire. Lorsque nous prêtons attention à nos rêves, nous avons accès à des révélations profondes sur nos peurs, nos désirs et nos conflits intérieurs. Ils fonctionnent comme des boussoles psychologiques, pointant vers ce que nous évitons consciemment mais qui, pourtant, doit être intégré dans notre parcours. Pour Jung, nier l'importance des rêves, c'est rejeter une partie de son âme, car c'est dans cet espace onirique que la psyché révèle ses vérités les plus profondes. La quête de sens n'est pas une destination finale, mais un chemin continu de découverte de soi. Pour Jung, la vie ne se résumait pas à suivre un scénario dicté par la société, mais à entreprendre un processus profond d'individuation, le voyage pour devenir réellement soi-même. Il rejetait l'idée que le bonheur se trouvait dans des réussites extérieures et croyait que la véritable réalisation résidait dans l'intégration entre le conscient et l'inconscient. Mais cet équilibre n'est pas un état stable que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un mouvement constant entre la lumière et l'ombre, entre ce que nous savons déjà et ce que nous devons encore découvrir en nous-mêmes. Contrairement aux réponses toutes faites que nous cherchons souvent, Jung enseignait que le sens de la vie ne peut pas être simplement donné par quelqu'un d'autre. Il doit être construit. Cela demande du courage. Remettre en question, affronter ses propres contradictions et accepter la complexité de l'existence. Beaucoup essaient de donner un sens à leur vie à travers l'approbation des autres, le succès professionnel ou des croyances absolues, mais Jung considérait ces voies comme superficielles. Le véritable sens ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et il ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts à entreprendre leur propre voyage intérieur avec honnêteté. Au bout du compte, Jung nous a laissé un message essentiel. Il n'existe aucune formule préétablie pour vivre pleinement. Chaque individu doit trouver son propre chemin, explorer sa psyché, comprendre ses archétypes et intégrer son ombre. Celui qui se contente de suivre des modèles imposés ne découvre jamais qui il est réellement. En revanche, celui qui ose regarder en lui-même et affronter l'inconnu comprend que la vie n'est pas une énigme à résoudre, mais un mystère à vivre. Et c'est dans ce mystère que se trouve l'essence même de notre existence.